Par une nuit froide, alors que le vent soufflait à travers les fissures des murs d'un vieux monastère perdu dans les collines, un vieux chroniqueur descendait lentement vers les archives interdites. C'était un endroit que peu osaient de visiter. Entre des colonnes noircies par la fumée et des étagères de bois vermoulu, reposaient des parchemins qui n'auraient jamais dû survivre au passage du temps. Beaucoup d'entre eux étaient tachés par le feu, d'autres par ce qui semblait être du sang ancien, mais tous partageaient un même but, préserver les témoignages les plus sombres de l'Empire romain. Ce chroniqueur savait que ce qu'il était sur le point de lire n'était pas simplement de l'histoire, mais un avertissement qui résonnait à travers les siècles. Il alluma une bougie dont la petite lueur dessina des ombres hésitantes sur les parchemins. Une sensation étrange, mélange de fascination et de peur, parcourut son corps alors qu'il ouvrait le premier des documents. D'une calligraphie ferme mais troublante, un scribe romain avait consigné une époque où le pouvoir absolu s'était fondu avec la cruauté théâtrale, transformant la gouvernance en spectacle et la souffrance humaine en divertissement. La Rome que le monde admirait pour sa grandeur militaire et ses monuments éternels avait aussi abrité la brutalité la plus profonde que l'esprit puisse concevoir. Le chroniqueur passa ses doigts osseux sur le bord du parchemin. La narration commençait par décrire une ville qui ne dormait jamais, un empire où la violence ne se cachait pas derrière des portes closes, mais résonnait dans les amphithéâtres, dans les jardins illuminés par des torches vives, et dans les salons où les plus puissants s'amusaient à assister à des tourments inimaginables. Là, la cruauté n'était pas une réponse, mais une forme de gouvernement. La mort n'était pas une punition, mais un spectacle soigneusement conçu pour rappeler au peuple qui avait le droit de décider qui devait vivre et qui devait mourir. Alors qu'il avançait dans sa lecture, le vieil homme sentit que chaque mot ressemblait plus à une lamentation qu'à une chronique. Rome n'avait pas été détruite seulement par des invasions ou la décadence morale, mais par les mêmes hommes qui avaient juré de la protéger. Des empereurs qui, au lieu de gouverner avec sagesse, s'étaient enivrés de pouvoir jusqu'à le déformer en un instrument de terreur. Les noms qui apparaissaient sur les parchemins étaient connus de tous les érudits, mais ils ne les avaient jamais vus décrits avec une telle crudité. Néron, avec ses jeux ardents et ses nuits décorées de corps humains. Caligula, dont le rire était le prélude à une mort annoncée. Domitien, le maître du silence qui transformait chaque geste en un délit. Et Commode, qui transforma l'arène en une scène où il représentait lui-même la violence de l'État déguisé en gladiateur. Chaque empereur avait son style particulier de cruauté, mais tous partageaient une même racine. L'idée que la vie humaine était une ressource qu'ils pouvaient modeler à leur guise, un objet superflu, un détail de plus dans le spectacle de leur pouvoir. Le parchemin insistait sur le fait que la citoyenneté entière vivait entre la peur et la fascination, sachant que la douleur pouvait survenir à tout moment, que ce soit sur une place publique, lors d'un banquet ou dans une salle cachée du palais. Rome vibrait au rythme d'une terreur qui n'était pas chaotique, mais soigneusement chorégraphiée. Le chroniqueur ferma les yeux quelques secondes, accablé par ce qu'il avait lu. Il comprit alors que le but de ces documents n'était pas de glorifier l'histoire, mais de rappeler aux générations futures que même le plus grand empire peut pourrir de l'intérieur lorsque les dirigeants confondent l'autorité avec la divinité. En rouvrant les yeux, il laissa échapper un lourd soupir. Ces pages n'étaient pas de simples récits anciens. Elles étaient un miroir de la nature humaine, un avertissement écrit avec le feu, le sang et le silence. Et tandis que la bougie crépitait, sa lumière illumina la dernière phrase du parchemin. « Celui qui désire connaître la vérité du pouvoir doit écouter les voix de ceux qui en ont été dévorés. » Quand le vieux chroniqueur passa au parchemin suivant, une rafale d'air glacial s'infiltra par les murs du monastère, comme si les ombres voulaient l'avertir de ce qu'il était sur le point de découvrir. Là, écrit avec une encre sombre comme de la cendre mêlée à la douleur, se trouvait le récit de l'empereur dont le nom, même des siècles plus tard, résonnait encore comme un murmure de feu. Néron. La plume du scribe romain commençait par décrire cet homme non pas comme un souverain, mais comme un acteur consumé par son propre désir d'applaudissement, un être qui confondait le pouvoir avec une scène et l'empire avec un théâtre personnel.
Ce n'était pas un roi au sens solennel et majestueux qu'un moine médiéval imaginerait. C'était un artiste enveloppé d'or, de musique et d'excès, incapable de distinguer la réalité de ses fantaisies. Cependant, l'encre révéla bientôt une nuance plus sinistre. Derrière les statues scintillantes et les jardins parfumés, se cachait un esprit qui trouvait plaisir dans le tourment, transformant chaque acte de cruauté en une représentation minutieusement préparée. Rome, sous son règne, cessa d'être un empire pour devenir une scène où la misère d'autrui nourrissait la satisfaction de son souverain. Le parchemin parlait alors du grand incendie de l'an 64, un épisode que les chroniqueurs médiévaux rappelaient avec une horreur quasi religieuse. Selon le récit original, le feu commença sans avertissement, se propageant dans la ville comme si une bête gigantesque s'était éveillée sous ses fondations. 3 des 14 districts romains furent réduits en cendres et 7 autres gravement endommagés. Pendant 9 jours, la ville brûla comme si l'enfer lui-même était descendu sur terre. Les flammes dévorèrent le bois, la pierre, l'histoire et l'espoir. Et tandis que les gens fuyaient en criant, certains affirmèrent avoir vu, du haut du Palatin, la silhouette de Néron contemplant le feu comme s'il observait une œuvre d'art fraîchement peinte. Le parchemin n'affirmait pas directement que Néron avait provoqué l'incendie, mais il rapportait les soupçons enregistrés par Tacite, qui soulignait que l'empereur rêvait de construire son luxueux palais, la Domus Aurea, juste dans la zone dévastée par le feu. Pour les médiévaux, cela était une preuve suffisante de la corruption de l'âme. Un dirigeant capable de laisser son peuple brûler pour ériger un monument à lui-même était pire que n'importe quel tyran de guerre. Mais le plus véritablement monstrueux ne fut pas la destruction de Rome, mais ce qui vint après. Incapable d'assumer la culpabilité, Néron chercha un bouc émissaire parmi les groupes les plus vulnérables et marginaux de l'Empire, les chrétiens. Selon le parchemin, ce qui suivit ne fut pas justice, mais une orgie de violence déguisée en châtiment. Les mots écrits par Tacite, conservés avec la rigueur d'un témoin distant, décrivaient des atrocités si bouleversantes que même le chroniqueur médiéval, habitué aux récits de guerre, de fléaux et d'exécutions, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les chrétiens étaient enveloppés dans des peaux de bêtes et jetés devant des chiens affamés qui les déchiraient sans pitié. D'autres étaient nés cloués à des croix, non comme symbole religieux, mais comme instrument d'humiliation publique. Mais l'image la plus terrifiante était celle des corps recouverts de poix et transformés en torches vivantes pour illuminer les jardins de l'empereur pendant ses fêtes nocturnes. Le parchemin détaillait comment les invités marchaient entre les flammes humaines tout en buvant du vin et en écoutant la musique que Néron lui-même interprétait, se sentant artiste dans une tragédie qu'il avait lui-même construite sur des os et des cris. Le chroniqueur dut détourner le regard quelques instants. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était une perversion ritualisée, une distorsion totale du but du pouvoir. Cependant, la narration ne s'arrêtait pas là. Néron déversa également sa colère sur les nobles de Rome, les obligeant à se suicider après des tortures psychologiques prolongées. Le parchemin mentionnait Agrippine la jeune, sa propre mère, dont l'influence avait été cruciale pour son ascension au trône. L'histoire racontait une première tentative d'assassinat ratée par l'effondrement du plafond de sa chambre et, par la suite, le sabotage d'un navire conçu pour s'effondrer en mer. Ayant survécu à ces tentatives, Agrippine fut finalement exécutée sur ordre direct de son fils. Pour les moines qui copièrent ces chroniques, au Moyen Âge, cet acte était l'apogée du péché. Un souverain qui tue la femme qui lui a donné la vie a renoncé à toute humanité et est devenu une créature de pure ambition et d'obscurité. Rome, sous Néron, vivait entre l'éclat des torches et la peur constante, sachant que n'importe quelle nuit, une vie pouvait s'éteindre simplement parce que l'empereur désirait du divertissement. Le parchemin décrivait l'atmosphère comme un carnaval de terreur, où la mort se mêlait à la musique, au luxe et au mépris de la dignité humaine. Pour le chroniqueur médiéval, la conclusion était claire. Néron n'a pas gouverné Rome, il l'a consumée. Il ne fut pas un empereur, mais une flambée destructive qui ravagea la morale, la justice et l'âme d'un empire qui autrefois avait prétendu éclairer le monde. Le chroniqueur, encore bouleversé par les atrocités décrites dans le parchemin précédent, avança vers le document suivant. L'atmosphère dans l'archive devint plus lourde, comme si une présence invisible s'était assise à ses côtés pour l'observer lire.
En dépliant le nouveau parchemin, une odeur ancienne de métal rouillé et de cire brûlée lui annonça que ce qu'il était sur le point de découvrir n'avait rien à envier au feu de Néron. Là, en lettres tendues et acérées comme le tranchant d'une lame fraîchement forgée, apparaissait le nom que même les Romains les plus endurcis craignaient de prononcer à voix haute, Caligula. Il n'était pas présenté comme un empereur, mais comme un présage vivant, un homme dans le cœur duquel le rire avait remplacé la raison et dont le caprice était plus mortel que n'importe quelle épée. Les premiers des fragments du parchemin parlaient de son arrivée au pouvoir, accueilli par le peuple avec joie après la mort de Tibère. Pour les Romains, Caligula représentait la promesse de renouveau, un nouveau départ après des années de soupçons et de répression. Mais ceux qui copièrent ces témoignages au Moyen Âge savaient bien que l'espoir peut pourrir plus vite que la chair au soleil. Selon le récit, la popularité du jeune empereur ne tarda pas à s'évaporer, consumée par des actes erratiques, des humiliations publiques et une routine de violence qui transformait le gouvernement en une représentation grotesque. Une phrase qui lui était attribuée par Suétone semblait condenser son esprit. « Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent ». Le chroniqueur laissa ces mots résonner quelques instants dans la salle froide du monastère. C'était la confession nue d'un homme qui ne cherchait ni loyauté ni respect, mais une soumission absolue. Le parchemin avançait en décrivant la méthode de prédilection de Caligula, détruire la dignité de ses victimes avant de détruire leur corps. Il citait des épisodes où il convoquait des sénateurs et des nobles, non pas pour débattre de politique ou résoudre des affaires d'État, mais pour se moquer d'eux, les insulter et les accuser de trahison pour des fautes imaginaires. Les procès n'étaient que des pantomimes dont le verdict était décidé avant même de commencer. Ce qui importait vraiment, c'était le spectacle, et Caligula en était le maître. L'empereur, selon les anciens chroniqueurs, aimait contempler les exécutions comme on assiste à une pièce humoristique. Il riait, applaudissait, gesticulait, transformant l'agonie des autres en son divertissement personnel. Le chroniqueur médiéval sentit l'encre vibrer sous ses doigts, comme si les éclats de rire de cet homme résonnaient encore sur les marbres de Rome. Mais le plus inquiétant du récit était la description de son comportement lors des banquets. Là, au milieu de tables chargées de plats exotiques et de vins renversés sur des nappes pourpres, Caligula décidait qui vivrait et qui mourrait. Cassius Dione racontait qu'à plus d'une occasion, il ordonna d'exécuter un invité en plein dîner. Entre deux rires, il désignait la victime comme si elle faisait partie du divertissement nocturne. Et une fois la sentence consommée, il ordonnait de traîner le cadavre hors de la salle pendant que la musique continuait. Pour les moines médiévaux qui copièrent ces lignes, ce mélange de luxe et de mort était la preuve définitive que l'âme de l'empereur avait depuis longtemps été dévorée par une ombre insondable. Le parchemin narrait également un épisode encore plus effrayant. Lorsque les jeux de l'amphithéâtre perdèrent de leur intensité et que le public montrait des signes d'ennui, Caligula ordonnait de jeter des sections entières de spectateurs dans l'arène pour être déchiquetés par les bêtes. Peu importait qu'il y ait des vieillards, des femmes ou même des citoyens de haut rang parmi eux. Ce qui importait était de maintenir le flux de sang, le spectacle de terreur qui nourrissait son ego. Le chroniqueur sentit un nœud à l'estomac en imaginant la scène. Des familles entières, réunies pour profiter du divertissement public, soudainement transformées en victimes pour assouvir l'ennui de l'empereur. Les femmes de l'élite romaine n'échappaient pas non plus à sa cruauté. Le parchemin détaillait comment Caligula utilisait les épouses et les filles des sénateurs pour humilier leurs familles, les soumettant à des outrages publics et ridiculisant ensuite les hommes qui devaient le supporter en silence de peur de perdre la tête. Pour le chroniqueur médiéval, cette dégradation avait un écho particulièrement perturbant. Elle était similaire aux actes de tyrans barbares décrits dans les chroniques anciennes, ceux qui considéraient l'honneur d'une famille comme un butin de guerre. À chaque ligne, le récit construisait une image plus inquiétante. Caligula n'était pas simplement cruel, il était imprévisible, ce qui le rendait encore plus dangereux. La cour vivait dans un état perpétuel de tension, sachant qu'un éclat de rire, un geste ou même un silence pouvait déclencher une tragédie. Le rire, qui pour l'humanité est souvent symbole de vie, sous son règne devint le son qui annonçait la mort. Pour les médiévaux, dont le monde était traversé par des superstitions et des signes, cette inversion de sens était presque diabolique.
la partie finale du parchemin décrivait comment son règne, si démesuré et sanglant, se termina brusquement. Ses propres gardes, lassés de la terreur et de l'imprévisibilité de l'empereur, conspirèrent contre lui et l'assassinèrent. Cependant, le chroniqueur qui transcrivit le récit des siècles plus tard observa que sa mort n'effaça pas l'héritage qu'il avait laissé. La ville, ses palais et ses habitants conservèrent la mémoire des jours où un rire pouvait signifier la condamnation d'un homme. Le vieil homme ferma le parchemin avec des mains tremblantes. Il comprit, avec une clarté à glacer le sang, que certains gouvernants ne détruisent pas les empires avec des armées ou des conspirations, mais avec la lente corruption de la peur. Dans le cas de Caligula, la peur avait une bande sonore macabre, l'écho de son rire traversant les sombres couloirs de Rome. Un rire qui annonçait la souffrance et qui semblait encore flotter, imperceptible mais latent, dans l'air lourd de l'archive. Le chroniqueur mit plusieurs minutes avant de rassembler le courage nécessaire pour déplier le parchemin suivant. Si Néron avait été le feu et Caligula le délire, ce qui l'attendait maintenant était une obscurité plus dense, plus froide, plus difficile à comprendre. En touchant le bord du document, il sentit l'atmosphère devenir plus lourde, comme si les pierres du monastère se souvenaient aussi du nom gravé sur ces lignes, Domitien. Contrairement aux excès bruyants des empereurs précédents, ce parchemin ne commençait ni par des flammes, ni par des éclats de rire, mais par le silence. Un silence méticuleux, calculé, presque clinique. Le genre de silence qui précède un crime soigneusement préparé. Le récit s'ouvrait sur une description du règne de Domitien, marquée non par la théâtralité, mais par une discipline de fer destinée à étouffer toute pensée contraire à la sienne. L'écrivain romain, dont la voix a survécu dans ces pages, expliquait que Domitien n'avait pas besoin d'élever la voix pour inspirer la peur. Chacun de ses gestes, chacun de ses regards froids, chaque ordre donné avec à peine un murmure suffisait à glacer le sang de ceux qui l'entouraient. Bien qu'il ait vécu dans un empire habitué à voir la violence publique, il préféra une autre voix, celle de la torture sans témoin, celle de la mort silencieuse qui tombait comme une ombre sur ceux qui osaient penser différemment. Le parchemin détaillait comment Domitien avait ressuscité et élargi les lois de majesté, transformant la trahison en une arme flexible, capable de condamner non seulement les ennemis de l'État, mais aussi ceux qui se taisaient trop longtemps, ceux qui détournèrent le regard au mauvais moment, ou même ceux qui ne montraient pas assez d'enthousiasme à le louer. Dans les marges du manuscrit, l'un des moines médiévaux qui avait copié le texte ajouta une note glaçante. Sous Domitien, même le silence pouvait être considéré comme un crime. Pour le chroniqueur qui le lisait maintenant, cette phrase avait un poids presque biblique. Convertir un geste aussi humain que se taire en un délit était une forme de tyrannie si perverse qu'elle surpassait même la brutalité visible de Néron ou de Caligula. Le parchemin continua à décrire l'appareil de terreur qui soutenait le pouvoir de Domitien. Contrairement à d'autres empereurs qui cherchaient les applaudissements du peuple ou l'attention de l'histoire, il semblait se complaire dans le contrôle absolu qu'il exerçait sur les murmures de Rome. Il disposait d'un réseau de délateurs qui agissaient comme des corbeaux affamés, voltigeant sur chaque conversation, attendant tout mot susceptible d'être transformé en accusation. Ces figures, récompensées par la destruction d'autrui, semaient un climat de paranoïa qui rongeait les fondations de la vie quotidienne. Peu importait que l'on fût esclave, plébéien ou sénateur, sous ce règne, tous étaient vulnérables. Le chroniqueur sentit un frisson lorsqu'il arriva à la section décrivant les chambres privées d'interrogatoire. Ce n'étaient non pas des lieux mentionnés publiquement, ni des édifices marqués sur les plans du palais, mais des pièces cachées derrière d'épais rideaux ou des portes sans inscription. Là, loin des bruits de la ville, Domitien ordonnait d'interroger sous la torture quiconque était considéré comme suspect. Le parchemin racontait que, pour la première fois dans l'histoire romaine, même les nobles et les membres du Sénat étaient soumis à des tourments physiques, chose impensable à des époques antérieures. Le fait qu'un empereur franchisse cette limite sacrée avait été interprété par les Romains comme un présage de la corruption totale du pouvoir. L'écrivain romain cité dans le parchemin, suivant probablement Tacite ou Suétone, décrivait une atmosphère où personne n'osait parler. Pline le Jeune appela cette époque le règne où les informateurs se multipliaient comme des essaims et où aucun homme n'osait exprimer ses pensées.
le chroniqueur médiéval qui transcrivit ces mots le fit d'une écriture tremblante, comme s'il craignait que même des siècles plus tard, ce silence forcé puisse l'atteindre par-delà la mort. Le récit continuait en décrivant comment les palais de Domitien devinrent des symboles de la terreur. Bien qu'architecturalement splendides, ornés de marbre, de colonnes dorées et de fresques lumineuses, les couloirs étaient imprégnés d'un silence si profond qu'il semblait avaler l'air. Les exécutions n'étaient pas annoncées. Les victimes disparaissaient simplement, leurs biens étaient confisqués, leurs noms effacés des registres officiels et leurs familles laissées à la dérive. Dans cet environnement, la vie n'appartenait pas aux citoyens, mais aux caprices de l'empereur. Le chroniqueur ressentit un frisson particulier en lisant la phrase qui rapportait l'exigence de Domitien d'être appelé Dominus et Deus, Seigneur et Dieu. Ce n'était pas une extravagance théâtrale comme celle de Caligula, mais une stratégie conçue pour détruire complètement les traditions républicaines qui survivaient encore à Rome. Cet empereur ne cherchait ni divertissement ni admiration. Il cherchait une obéissance absolue, une domination si totale que même le langage devienne un outil de plus de son contrôle. Le parchemin narrait finalement l'effondrement de son règne. Domitien fut assassiné en 96 après J.B.C. par ses propres officiers et, selon les textes conservés, même avec la complicité de son épouse. Mais la fin de sa vie ne mit pas fin à la terreur qu'il avait instaurée. Rome elle-même, soulagée par sa mort, décréta la damnatio memoria pour condamner son souvenir et détruire ses statues. Cependant, le parchemin insistait sur le fait que l'empreinte de son gouvernement persistait. Il n'eut pas besoin de créer de grands spectacles, ni d'incendier des villes entières. Son héritage fut plus silencieux, plus persistant, plus empoisonné. Ce fut un rappel que la peur ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote, et ce chuchotement peut être bien plus dévastateur car il s'infiltre dans l'esprit, paralyse les mots et dévore la liberté de l'intérieur. Quand il eut fini de lire, le chroniqueur posa les mains sur la table, respirant profondément. Il comprit alors que tandis que Néron et Caligula avaient montré leur cruauté sous la lumière publique, Domitien l'avait cachée dans des couloirs de marbre et des pièces scellées. Et dans cette dissimulation, il y avait quelque chose d'encore plus terrible, une ombre qui ne pouvait être combattue par des discours ou des rébellions ouvertes, car c'était une ombre qui s'emparait de l'âme avant le corps. Il referma le parchemin avec une sombre révérence, sachant que le document suivant ne serait pas moins perturbant. Le vieux chroniqueur, la voix encore prise dans l'écho silencieux du règne de Domitien, déplia le parchemin suivant avec un mélange d'épuisement et de crainte. Les parchemins précédents avaient été des bûchers et des ombres. Mais ce qui émergeait maintenant de l'encre n'était ni feu ni silence, mais quelque chose de différent. Une distorsion grotesque du pouvoir impérial, une parodie sanglante qui transformait l'autorité en spectacle. Là, écrit avec une précision presque théâtrale, se trouvait le nom d'un homme qui avait détruit la dignité de la couronne en la transformant en masque, Commode, fils de l'empereur philosophe Marc Aurèle, héritier d'une tradition de vertu qu'il s'empressa de piétiner. Le contraste était si violent que le chroniqueur sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce que le père avait gouverné avec réflexion et équilibre, le fils le transforma en un carnaval macabre, où la vie et la mort se décidaient non pas dans les salons du pouvoir, mais dans l'arène ensanglantée du Colisée. Le parchemin commençait par décrire la transition après la mort de Marc Aurèle, un moment où Rome s'attendait à la continuité de la sagesse. Au lieu de cela, elle reçut un empereur obsédé par lui-même, incapable de porter la responsabilité que son lignage exigeait. Au lieu d'assumer le poids de l'Empire, Commode le réduisit à une scène personnelle. Selon le manuscrit romain, il ne se contentait pas d'être empereur. Il voulait être gladiateur, héros, figure mythologique. Cette obsession n'était pas symbolique, mais littérale. Il entrait dans l'arène vêtu en gladiateur, brandissant des armes décorées et revendiquant des victoires soigneusement préparées pour lui. Les chroniqueurs romains mentionnés dans le parchemin, comme Cassius Dione, rapportaient que Commode affirmait avoir combattu et tué des centaines d'adversaires. Mais la vérité était bien différente. Ses adversaires étaient des blessés d'avance, désarmés ou simplement instruits pour tomber sous ses coups, favorisant l'illusion que l'empereur était une force imparable. Pour les moines médiévaux qui copiaient ces chroniques,
cette distorsion de l'ordre naturel était presque sacrilège. L'arène, un espace conçu pour le divertissement des masses, était devenu un autel où l'empereur officiait une liturgie de sang. Le peuple assistait contraint, tandis que les nobles observaient en silence, craignant qu'une grimace ou un geste mal interprété ne soit pris pour une moquerie. Le parchemin relatait en outre que Commode ne se limitait pas à simuler des combats contre des gladiateurs, il tuait aussi des animaux exotiques ramenés des coins reculés de l'Empire. En un seul jour, il aurait anéanti des dizaines de bêtes, lions, autruches, même une girafe. Ce n'était ni chasse ni défense, mais une démonstration de pouvoir sans but, une orgie de violence qui cherchait à impressionner un public qui ne pouvait jamais montrer de répulsion. À mesure que la lecture avançait, le chroniqueur remarqua que les descriptions devenaient plus sombres. Commode, apparemment, non seulement transforma l'arène en son théâtre, mais aussi l'État entier. Il renomma les mois avec ses propres titres, se proclamant lui-même comme Hercule renaissant, exigeant qu'on lui rende un culte comme à un dieu vivant. Un des passages du parchemin reproduisait l'une de ses affirmations les plus troublantes. « Je suis le nouvel Hercule, protecteur de Rome ». Pour les Romains, habitués à la piété et à la révérence envers les ancêtres, c'était un blasphème. Pour les moines médiévaux qui copièrent ce témoignage, c'était un signe clair de folie et de superbe, un avertissement sur les dangers de permettre à un homme de s'élever au-dessus de toute limite morale. Le parchemin décrivait également comment Commode punissait quiconque osait le critiquer, même indirectement. Un sénateur, selon le récit, rit pendant un spectacle dans l'arène. On ne sait pas si le rire était de nervosité ou s'il n'avait aucun rapport avec le combat, mais l'empereur, l'interprétant comme une moquerie, ordonna son exécution. Pour le chroniqueur médiéval, cet épisode renfermait toute l'essence du règne de Commode. L'arbitraire absolu, la confusion entre divertissement et punition, l'incapacité de distinguer la vie réelle de la représentation. Le peuple de Rome vivait dans une constante inquiétude, sachant que la ligne entre le plaisir de l'empereur et la sentence de mort était pratiquement inexistante. La partie la plus inquiétante du parchemin décrivait la transformation de l'empereur lui-même. Ce n'était pas simplement un gouvernant excentrique, c'était un homme qui avait réduit le pouvoir impérial à un jeu enfantin, un fils incapable de comprendre l'héritage de son père et décidé à modeler le monde selon ses caprices. La cour devint une collection d'acteurs obligés de participer à son spectacle. Beaucoup furent exécutés pour avoir montré du dégoût, d'autres pour ne pas avoir applaudi avec assez d'enthousiasme, et certains pour le simple fait d'être des rappels inconfortables de ce qu'avait été Rome sous Marc Aurèle. La fin du récit n'était pas moins dramatique. En l'an 192 après JFC, un groupe de conspirateurs, parmi lesquels des officiers de confiance et des figures proches de l'empereur, décida que le danger était trop grand pour le laisser continuer. Ils engagèrent un lutteur pour l'étrangler pendant qu'il dormait. Le parchemin signalait qu'après sa mort, le Sénat réagit avec un soulagement immédiat, comme si un nuage toxique qui avait couvert Rome pendant des années avait été soudainement dispersé. Le chroniqueur médiéval qui copia ces lignes sentit que ce soulagement traversait aussi les siècles. Pour lui, le règne de Commode était l'exemple parfait de la façon dont le pouvoir absolu, lorsqu'il tombe entre les mains d'un homme sans vertu, peut corrompre même les structures les plus solides du monde. Le vieil homme referma le parchemin avec un mélange de tristesse et de réflexion. À la différence de Néron, dont le feu consuma la ville, ou de Caligula, dont le rire brisa la raison, la cruauté de Commode s'était vêtue de spectacle. C'était un masque, une farce, une tragédie mise en scène pour glorifier un homme qui ne comprenait pas la responsabilité du pouvoir. Et dans cette incompréhension, il avait condamné non seulement son propre règne, mais aussi la dignité de Rome. Le chroniqueur garda le silence quelques secondes, comme s'il entendait encore le rugissement lointain du Colisée. Puis, lentement, il déposa le parchemin sur la table, conscient qu'il ne restait plus qu'un document avant de clore ce voyage dans les abîmes du pouvoir humain. Lorsque le vieux chroniqueur arriva au dernier parchemin, la bougie qui l'accompagnait était sur le point de se consumer, laissant à peine une flamme tremblante qui projetait de longues ombres sur les murs de pierre. Ses mains, fatiguées mais fermes, déroulèrent le document final comme si elles ouvraient la porte à un silence ancien qui attendait depuis des siècles d'être entendu. Ce dernier récit,
ne détaillait pas un règne spécifique ni ne décrivait des atrocités concrètes, mais il réfléchissait sur la trace que ces empereurs avaient laissée dans l'âme de Rome. C'était un texte différent, presque comme si l'auteur romain, épuisé d'avoir contemplé tant de brutalité, avait voulu avertir ceux qui vivraient des siècles plus tard du danger éternel qui habite tout cœur humain lorsqu'on lui donne un pouvoir sans limite. Le parchemin commençait en affirmant que Rome n'était pas tombée sous l'épée d'ennemis extérieurs, mais par la putréfaction progressive de son esprit. La violence exercée depuis le trône avait lentement corrodé la structure morale de l'Empire, l'affaiblissant de l'intérieur jusqu'à le laisser à la merci de n'importe quelle tempête. Pour le chroniqueur médiéval, qui avait vu des royaumes entiers se lever et tomber, cette idée avait un poids prophétique. Aucun peuple ne peut survivre lorsque ceux qui gouvernent transforment la cruauté en norme et le sang en divertissement. Le texte continuait en expliquant que chacun des empereurs analysés représentait une forme distincte de corruption. Néron avait brûlé la ville pour alimenter sa vanité. Caligula avait transformé le rire en une arme. Domitien avait étouffé la voix du peuple sous un silence oppressif. Et Commode avait enveloppé le pouvoir dans un masque ridicule, le traînant dans la fange du spectacle. Pour les Romains, chaque règne avait été une blessure, mais vu de la distance du temps, ces blessures étaient des signaux, des avertissements, des échos que l'on pouvait encore entendre si l'on y prêtait suffisamment attention. Le chroniqueur, en lisant ces lignes, comprit que la vraie tragédie n'était pas seulement la mort de milliers de personnes aux mains de leurs dirigeants, mais la normalisation de la terreur. Ce qui commence comme un acte isolé devient une habitude, et l'habitude une loi. Quand le peuple cesse de s'indigner, le tyran a déjà gagné. La dernière partie du parchemin invitait le lecteur à réfléchir sur l'impact psychologique du pouvoir absolu. Elle disait qu'aucun être humain n'est immunisé contre la tentation de dominer, d'humilier ou de détruire quand il sait qu'il n'y aura pas de conséquences. Cette vérité, écrite par un Romain il y a plus de 1000 ans, résonna dans l'esprit du chroniqueur comme une sentence universelle. C'est peut-être pour cela que les moines médiévaux conservèrent tous ces textes, non pour célébrer les gloires de Rome, mais pour rappeler que tout empire, tout royaume et toute société peuvent tomber dans le même piège s'ils ne surveillent pas les ombres qui se cachent derrière le pouvoir. Le vieux chroniqueur referma le parchemin avec un soupir profond. Il comprit qu'il avait lu non seulement l'histoire d'un empire, mais l'histoire de l'âme humaine, confrontée à sa propre obscurité. Alors qu'il éteignait la bougie et se préparait à quitter la salle, il murmura une prière silencieuse pour toutes les victimes dont les noms s'étaient perdus dans les marges du temps. Et avant de partir, il laissa écrite une mise en garde pour ceux qui un jour liraient cette archive. La cruauté n'a pas besoin d'un empereur pour renaître. Il suffit que l'homme oublie ce que la douleur a enseigné.